Formule 1, elle a apporté à l'entreprise, au-delà de l'image, elle a apporté la fierté. Elle venait après une période qui a été très difficile pour Renault, 85-86, et elle a apporté la fierté retrouvée, le fait de gagner. Quand on gagne, toute l'entreprise gagnait. Elle a redonné envie probablement à toute l'entreprise, à mon avis, de gagner dans le domaine de la qualité, de gagner dans le domaine des nouveaux modèles, de gagner au commercial, de gagner à la grande exportation. Et ça, c'est inquantifiable, mais c'est considérable pour une entreprise. 6 titres de champion du monde des constructeurs, 95 victoires en Grand Prix, 135 pole positions, un résumé, à peine une évocation de ces 20 années passées au sein des saints dans la discipline reine du sport automobile. À force de passion, de courage, d'engagement, au fil d'une grande aventure humaine. L'histoire devenue légende de Renault en Formule 1. Titre de champion du monde obtenu grâce à la passion des hommes et à leur dévouement sans faille pour la recherche du détail qui fait gagner. L'aventure commence en mars 1976 avec cet escargot de métal, le turbo, pour la première fois utilisé en F1 par Renault. Grâce à cette technologie, la RS01 équipée d'un moteur 1,5 litre pourra développer plus de 1000 chevaux. Tout ceci est le résultat de recherches menées dans les laboratoires de Renault Sport grâce à l'utilisation des premiers bancs moteurs qui permettent d'effectuer des simulations hors piste. Cette toute première Renault F1, dans son âme en tout cas, est une descendante directe des voitures d'endurance victorieuses notamment aux 24 heures du Mans. Je dirais d'abord que d'une façon générale, je crois que c'est une des caractéristiques de Renault, de savoir innover. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les circonstances du choix moteur turbo et du choix V10 ne sont pas les mêmes. Dans le cas du moteur turbo, nous n'avions pas le choix. C'était un choix dicté par les moyens consacrés par l'entreprise pour le sport automobile. Nous avions ce moteur turbo et si nous voulions entrer en Formule 1, c'était par cette voie que j'avais défendue. On y croyait, on ne savait pas quand est-ce que ça allait aboutir, mais on savait qu'on allait y arriver. Mais sur le moment, on n'a pas réalisé le bouleversement qu'on allait apporter en Formule 1. La première fois que Jean-Pierre a conduit une voiture avec un moteur turbo, c'était au Castellet. Et la première fois qu'il est monté dans la voiture, le premier tour qu'il a fait, quand il est arrivé dans la ligne droite de Mistral, il a accéléré à fond et le turbo s'est déclenché quand il est arrivé dans la courbe de cygne. Et là, il s'est fait la plus grosse frayeur de sa vie. Et lorsqu'il est arrivé dans les stands, il nous a dit « ça ne pourra jamais marcher ». À Silverstone. Ça devait être le 13 juillet 1977, si j'ai bonne mémoire. Des débuts difficiles sous les colibés de la concurrence. La RS01 sera surnommée la théière jaune à cause d'une fâcheuse tendance à émettre des nuages de fumée blanche. On n'a pas été au bout de la course, évidemment, parce qu'on a rencontré des problèmes. À cette époque-là, ce n'était pas tellement les pistons qui nous avaient posé problème, c'était plutôt les turbocompresseurs, et puis on avait abandonné sur panne de turbo. Je ne sais pas si nous nous sommes moqués à tort, mais il y avait là le fondement d'une réflexion profonde sur la compétitivité de ce type de moteur.
À cette époque, le turbo avait la réputation d'être peu fiable et trop compliqué. Et de nombreuses personnes attendaient la sentence chaque dimanche. La démarche de Renault engagée dans la construction d'un châssis et d'un moteur a été le signe de l'arrivée d'un nouveau grand constructeur dans le monde de la F1. S'engager avec un programme complet, on ne voyait pas cela souvent. Il n'y avait que 2 exemples de cette importance, Ferrari et Alfa Romeo. Ils étaient les 2 seuls avant l'arrivée de Renault. J'ai beaucoup d'estime pour ce défi que Renault avait osé relever il y a plus de 10 ans, et puis ils ne se sont pas sentis de continuer. En 1979, la Renault Turbo devient une référence au Grand Prix de France. Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux écrivent une page d'histoire. Évidemment, Jean-Pierre gagne, et c'est arrivé fantastique entre René et Gilles qui se sont battus dans le dernier tour jusqu'à la fin, au coude à coude pour la 2e position. Bon, c'est un duel que personne n'oubliera, je pense. Grand Prix d'anthologie à bien des titres, un premier succès et quelques somptueuses passes d'armes sur le fil du rasoir entre René Arnoux et Gilles Villeneuve. Mais malgré ces instants de grâce et la vingtaine de victoires remportées par un châssis ou un moteur Renault, la régie décide, en 2 phases progressives, de mettre fin provisoirement à l'ensemble de ses activités en F1. J'ai vécu un arrêt de la Formule 1 chez Renault en 1985, puis 86, puisqu'on a déjà subi l'arrêt du châssis et ensuite l'arrêt du moteur en 86 sur le moteur turbo, pour reprendre en 89. Renault Sport revient en effet en Grand Prix dès 1989 avec une ambition affichée, devenir champion du monde. Le moteur V10 atmosphérique est fin pré-courant 88 et une fois encore, il représente un défi technologique d'importance. L'architecture V10, quoique difficile pour le motoriste, est celle que nous avons retenue parce qu'au plan global, c'est-à-dire Formule 1 moderne, architecture, aérodynamique, etc., était la solution qui était effectivement certainement la plus favorable. Et moi, on commence à me dire, dans le courant de 87, vous savez, on a un bon moteur, un moteur bien né. On a un moteur bien né, si vous repartez en Formule 1, on va gagner, et ça va faire un bien énorme au moral de l'entreprise. Le moteur faisait un beau bruit, il paraît que c'est très important, le moteur faisait un beau bruit, et qu'avec Frank Williams, dont on m'a parlé dès le début, nous aurions un bon constructeur. Nous avons décidé de revenir en 88 en Formule 1 parce qu'au fond, il n'y a qu'un sport automobile de haut niveau par sa médiatisation, c'est la Formule 1. Nous avions conservé chez Renault Sport, grâce à la cellule de veille technique, l'essentiel des compétences dont nous avions besoin. Surtout à partir du moment où Jean Jacquis est revenu chez Renault Sport. Ce qui a été extraordinaire, c'était que, en fait, toute l'entreprise s'est impliquée solidairement avec Renault Sport dans cette aventure. C'est dans l'usine de Viry-Châtillon que commence l'histoire d'un bloc d'aluminium devenu par alchimie moteur de course. Dans une discipline dont la seule religion est la quête de l'excellence, la seule récompense est la victoire et la passion reste l'unique moteur de ces hommes et ces femmes partis en quête de performance. Emmener cette équipe, je l'ai créée. Mais j'ai souvent l'habitude de le dire, et même si je me répète, je le dis parce que c'est le fond de ma pensée, vraiment, c'est qu'on ne fait rien sans les hommes. Donc, ce qui est la résultante de cette période, ou la composante importante de cette période, c'est quand même la constitution de cette équipe, avoir su mettre les hommes qui convenaient aux bons endroits, et avoir su les faire travailler ensemble pour que ça tire dans une direction unique. Et quand on parle à ces hommes de ce que l'on aime passionnément, je crois qu'on transmet un peu cette envie de faire quelque chose d'un peu exceptionnel et que les choses se font de façon tout à fait naturelle. Ce fameux moteur V10 va aussi devenir vecteur d'espoir pour toute une entreprise rassemblée autour d'un projet ambitieux, devenir champion du monde de Formule 1.
parti à très peu de gens, puis l'équipe a grossi, et on est arrivé presque à 200 personnes avec toujours cette unité de gagner, de gagner, de gagner. Et c'est ça qui a été formidable chez Renault Sport. Avant tout ce qu'on a pu faire au point de vue technologie et travail sur les moteurs, je pense que déjà au départ, c'est une grande équipe. Une équipe qui a su porter en triomphe ses pilotes et ses voitures vers la plus haute marche du podium et vers une succession de 6 titres conquis à travers le monde sur les circuits les plus prestigieux de la planète. Comme nous. Sauf que nous, on a la veine, c'est que le dimanche, on a le chronomètre qui est là et qui nous dit « t'as bien travaillé, t'as mal travaillé ». Et ça, c'est un pouvoir de continuer justement à travailler beaucoup, parce que sans arrêt, on se remet en question et on a le résultat instantanément. De grandes satisfactions obtenues à coup de sacrifices, le prix d'une passion jamais assouvie. Ça peut paraître dérisoire, tout cet investissement et tous ces sacrifices vis-à-vis de la famille, tout ça pour quelques secondes au final, pour essayer de tout faire pour que sa voiture gagne. Mais justement, je crois que l'équilibre à trouver n'est pas facile, mais je crois qu'il vient avec la sagesse, peut-être avec les années. On apprend mieux à se gérer. Au début, on s'investit à fond, parce qu'on a besoin, on manque d'expérience, on a besoin de s'investir complètement, et on fonce tête baissée. Je crois que le gros problème de tous les gens qui travaillent dans la Formule 1, c'est le jour où il faut revenir à un travail beaucoup plus standard, à la vie active. Quels sont les objectifs qu'on peut avoir qui vous motiveront et qui vous feront avancer aussi vite et aussi fort que ceux que vous avez connus avec la Formule 1. Ça, on a une démesure dans notre travail qui fait que le retour à la réalité peut être difficile. Dans l'univers de Renault en Formule 1, il est un partenaire omniprésent dans l'engagement humain et technologique, le pétrolier français Elf, qui, de la monoplace RS01 au moteur RS9, a apporté sa contribution au succès planétaire de la Formule 1 française. Un partenaire de toujours avec une motivation commune, gagner. Gagner certainement, parce que ça c'était, pour le bénéfice des deux marques, c'était l'aura, c'était la connaissance des images de chacun, c'était la technologie. Alors c'était un but qui pouvait paraître ambitieux au démarrage, mais très vite on s'est aperçu que aussi bien les gens de Elf de cette époque-là que les gens de Renault, ils avaient lancé ça, mais ils y croyaient très très fort. Alors des spécificités, la technique du moteur, la compétence technologique, la supériorité que Renault a souhaité afficher, alors de façon exemplaire. Je cite le turbo, je cite la dernière aventure du V10. Et du côté de Elf, l'expérience technologique du produit avec une orientation sur le pilote. Elf à travers l'homme, à travers le pilote. En parlant d'abord de Patrick Faure, c'est un homme qui est motivé à gagner. Il a des grandes responsabilités commerciales, desquelles je ne veux pas, mais il a toujours trouvé du temps, beaucoup de temps, à considérer notre besoin de Williams et aussi, je crois, de Renault Sport. Et il a bien supporté financièrement et moralement toute l'entreprise F1. Il y a eu, et je crois que c'est un des miracles de notre aventure en Formule 1, une formidable entente à tous les niveaux. Elle était entre Frank Williams, Christian Consen et moi. On s'est tout de suite trouvés, appréciés. On s'est beaucoup engueulés. On a beaucoup discuté, budget, décisions techniques, décisions de pilote. Les relations personnelles avec tout le team Renault Sport, commençant dans le président, M. Faure, et Christian Consen, Dudo et tout le staff de Renault, je pense qu'on a vu une cohésion fantastique, une complicité fantastique. On a travaillé dans un milieu d'amitié, non? C'est pas facile en Formule 1. I'm sure between Frank and the Je pense que ça s'est passé de la même manière entre Franck et les décideurs de Renault qu'entre moi-même et l'équipe de Bernard Dudot. On parlait le même langage.
Il y a toujours eu une entente cordiale et nous avons toujours fait face ensemble à tous les problèmes humains et techniques qui ont pu se poser. Et je dois dire que ça a été très sécurisant. Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen sont les porte-drapeaux de cette entente exceptionnelle. Au terme d'une saison 97 riche en événements, les deux hommes ont contribué à la conquête d'un 6e titre consécutif de champion du monde des constructeurs pour Renault. Comme Jean Alesi et Gerhard Berger, les hommes de Benetton Renault ont apporté également une grande contribution à ce sacre. Les 4 pilotes porteurs d'espoir et symboles des 200 personnes entre Viry-Châtillon et les circuits du monde entier qui ont, elles aussi, voué leur vie à la compétition au plus haut niveau. La récompense, la voilà, une émouvante victoire à Hockenheim pour Berger, une autre pour Frentzen à Imola, 7 succès pour Jacques Villeneuve et en fin de saison, la consécration. Un championnat du monde, pilote ou constructeur, le résultat d'une osmose et d'un engagement commun, parallèle, complémentaire, entre une équipe technique et un talent de pilote, le partage d'une douce folie commune, celle de la passion de la course. On ne peut pas être normal et grand pilote de Formule 1. Ce sont des gens qui sortent de l'ordinaire. Donc à ce titre-là, ils sont tous exceptionnels et avant toute chose par leur volonté. Le rage de vaincre, le mot n'est pas de moi bien sûr, il est même usurpé quelquefois, mais il n'est pas trop fort dans leur cas. Il est très intelligent, Denis Chevrier. Complètement fou, mais fantastique. Un type comme Mansell n'avait que ce but, être champion du monde. Le but de Renault, c'était d'être champion du monde un jour. Et à partir du moment où on vit ensemble cette même situation, c'est un événement unique. Denis a été le meilleur ingénieur que j'ai jamais eu dans toute ma carrière de pilote. Il a le don d'expliquer précisément ce qui se passe dans le moteur. Et ça m'a permis d'adapter mon pilotage aux circonstances. Si le moteur n'était pas exploité à 100%, il m'expliquait pourquoi. Et alors, je cherchais des solutions. Changer les rapports de boîte, changer de vitesse ou de trajectoire, juste pour que le moteur soit plus à l'aise. Après Mansell, ils seront 4 à obtenir le titre de champion du monde de F1 et à s'imprégner de la philosophie Renault. Alain a été le pilote qui nous a fait découvrir, je dirais, ce qu'est le métier de la piste. Il y avait une notion d'importance, c'est-à-dire que Alain était chez Williams pour être champion du monde. Le pilote Ayrton Senna avait envie, après des années difficiles chez McLaren, de conduire une Williams. On enrichissait techniquement notre expérience, donc on devenait plus fort de jour en jour, et on savait qu'à partir du moment où il baissait la visière de son casque, il n'y avait pas un seul pilote en activité qui puisse aller plus vite que lui. Schumacher, je crois que c'est quelqu'un qui a compris très rapidement ce système-là, qui doit être un pilote exceptionnel, qui doit être proche de tout le monde parce que le système est tellement compliqué et que pour être performant, il faut tellement l'optimiser qu'on ne peut rien négliger. Et il sait consacrer le temps qu'il faut pour que tout le monde se sente bien et que tout le monde le comprenne. Et je crois que c'est une grande leçon du pilote complet du moment, toutes les qualités qu'il faut avoir pour y arriver. J'ai eu un soutien fantastique de la part de Renault. Leurs techniciens sont vraiment très compétents et m'ont beaucoup soutenu. Et je crois que ça, c'est exceptionnel en Formule 1. Damon Hill, pour lequel je crois Renault Sport a une immense admiration pour ses qualités sportives. C'est un très grand sportif, un grand gentleman, un pilote avec lequel on a un très grand plaisir à travailler. C'est quelqu'un avec qui il y a eu également une notion de complicité et d'estime profonde. Je trouve qu'il a beaucoup progressé, qu'il a beaucoup appris, qu'il a bien digéré la Formule 1. Et maintenant, je dirais, on travaille avec lui comme avec n'importe quel pilote de Formule 1. On a des dialogues qui ne sont pas très formalisés, mais qui sont toujours intéressants et qui nous permettent au moins de savoir si on n'est pas à côté de la plaque. C'est plus facile d'adapter la voiture au pilote que le pilote à la voiture. C'est là où on tirera meilleure partie
de la combinaison. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne osmose avec l'ingénieur, avec les gens avec qui on travaille, pour pouvoir bien discuter et comprendre ce dont on a besoin. 9 ans avant le titre de Jacques Villeneuve, la saga avait recommencé laborieusement. Les pilotes Thierry Boutsen et Riccardo Patrese ont essuyé bien des orages. À la fin de la saison, le bilan est mitigé, avec quelques résultats qui laissent entrevoir le potentiel de l'équipe. Le fait d'être arrivé second la première année m'a beaucoup frappé. Ça prouve qu'on n'avait pas menti. Les éclaircies se multiplient jusqu'à la première victoire pour Thierry Boutsen sous le déluge à Montréal. Et si on revient au côté positif de notre aventure, et c'est heureusement ce que l'on rencontre le plus souvent, bien sûr, moi j'aurais tendance à dire que c'est toute cette période de 91-92, les premiers succès de Mansell, le dépassement de Barcelone sur Ayrton Senna, parce que dans le fond c'était le tournant. L'instant magique, c'est le premier titre de championnat du monde. C'est Nigel en Hongrie en 1992, parce que c'était le premier. Et quel championnat! En 92, Mansell bat tous les records, 14 pole positions et 9 victoires sur 16 Grands Prix. Personne n'avait jamais marqué autant de points en une saison de F1. C'est un grand moment pour moi, ce championnat avec Renault en 92. Surtout le premier, car c'est très important d'être le premier. Et malgré ses affrontements multiples avec Senna, Mansell semble invincible. Il offre en Belgique le titre constructeur à Williams et Renault et obtient le sacre 5 courses avant le terme de la saison. À Silverstone, devant son public, le Red 5 écrit une nouvelle page d'histoire. Je crois que les années 93, 94, 95 ont été extrêmement fortes par le niveau de demande des grands champions que nous avons rencontrés à cette époque-là. S'il est un champion estampillé Renault, c'est bien Alain Prost des formules de promotion à la Formule 1 Turbo. Il a accompagné le constructeur français tout au long de sa carrière et après une année sabbatique, il est de retour en 93 pour être champion. Avec ses suspensions réactives et son moteur Renault RS5, sa monoplace est plus que jamais un véritable laboratoire. Une haute technologie maîtrisée à la perfection, une fois encore. Le résultat est sans appel. Renault obtiendra 15 pole positions sur 16 courses. Alain Prost signe un fabuleux retour gagnant puisqu'il surclasse ses adversaires dès son premier Grand Prix. Pour moi, c'est un peu une libération parce que je crois que c'était un week-end peut-être avec la même pression que quand on joue un championnat du monde. C'est un peu pareil. Parce que là, tout le monde me regardait, beaucoup de pression sur les épaules. Et bon, il fallait gagner, mais aussi un peu avec la manière. Il y aura quelques fausses notes sur cette partition ouverte fortissimo. L'interminable glissade d'Interlagos. Ou pire encore, ces interminables 10 secondes de pénalité à Monaco, ressenties comme une terrible injustice par le quadruple champion du monde. La dernière saison d'Alain Prost en Formule 1 restera aussi marquée par le soutien inconditionnel d'un autre grand champion en devenir, Damon Hill. Et l'opposition de son rival de toujours, Ayrton Senna, car on reconnaît aussi un très grand champion comme Prost à la valeur de ses concurrents. Après son premier triomphe en Hongrie, Damon Hill, aux côtés d'Alain Prost, confirme dès le Grand Prix de Belgique 93 que Renault est bien le meilleur motoriste de la F1.
Avec 7 victoires et quelques courses dantesques suivies avec angoisse par les techniciens dans les stands. Prost devient champion du monde au Grand Prix du Portugal, 10 ans après l'échec de Kyalami. Aujourd'hui, je pense un peu à toute ma carrière, quoi, mes 20 ans de compétition. C'est un peu l'aboutissement. Mais l'aboutissement, c'est aussi ensemble de s'être retrouvés 10 ans après, d'avoir pu réussir ce qu'en sport, on ne réussit jamais. Il était important pour Renault de gagner avec Alain Prost. Nous n'avions pas réussi lors de notre première aventure de Formule 1. Dans mon esprit, là, il était clair, il fallait que Renault soit champion du monde, mais il fallait aussi que nous soyons champions du monde avec Alain Prost, c'est-à-dire que le premier constructeur français soit champion du monde avec le plus grand pilote français. Après le sacre d'Alain Prost, Renault se lance dans une autre formidable aventure avec l'autre monstre sacré, Ayrton Senna. L'équipe est très motivée, survoltée par cette collaboration avec le champion brésilien. Malgré quelques difficultés d'adaptation, Senna reste toujours aussi impressionnant. Chaque sortie des stands du Brésilien est un événement, surtout au Brésil, où il part en tête de son Grand Prix national. La saison est bien lancée pour Ayrton, c'est sûr pour tout le monde, il va être champion. Mais la belle histoire s'arrêtera trop vite. Le drame d'Imola assène au monde un brutal rappel à l'ordre. Les dieux de la vitesse ne sont pas immortels, le funambule, l'acrobate, le magicien Senna n'est plus. Ayrton Senna, bien entendu, souvenir très douloureux avec lui, puisque rappel à l'ordre extrêmement grave que la course automobile est un métier dangereux, où l'on s'expose et on expose des hommes alors que nous croyions à l'époque à l'abri de ce genre d'accident. On a été tous terrorisés parce que Ayrton était un grand champion, on l'imaginait immortel. On a toujours, moi j'ai attendu qu'il sorte de sa voiture. Quand je l'ai vu immobile, je dis mais non, là il est KO, mais il va sortir de sa voiture. Il n'est jamais sorti de sa voiture. Je crois honnêtement que la mort d'Ayrton m'a aidé à prendre du recul et justement relativiser sur cet investissement à outrance, cette recherche de la perfection. Il est certain que le cœur à l'ouvrage n'était plus le même. Donc je pense qu'il a fallu vraiment qu'on franchisse le cap, très proche d'ailleurs, d'une première victoire pour qu'on se dise, bon ben, il faut qu'on reparte. Et nous sommes repartis et finalement ça s'est terminé positivement. Dans une écurie au comble du désarroi et de la détresse, Damon Hill doit remplacer l'irremplaçable. Quoi qu'il arrive, la course, même si elle est injuste, ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui fait sa grandeur et celle de ses acteurs. L'hommage aux champions disparus ne pouvait être qu'une victoire. Je pense que la première victoire nous a fait dire quand même, celle de Barcelone ensuite, nous a fait dire qu'il y avait quand même un avenir. La réaction d'Renault a été très forte aussi à ce moment-là. Et l'élément catalyseur et qui a incontestablement redonné de l'espoir à l'ensemble de l'équipe Williams-Renault, c'est le bref passage de Nigel Mansell.
Nigel Mansell, venu épauler l'équipe pour quelques courses, sera en quelque sorte le révélateur pour Damon Hill, qui s'épanouit en quelques semaines et prend une envergure de premier pilote. Grâce à lui, Renault obtient son 3e titre constructeur, mais le championnat pilote se jouera lors du dernier Grand Prix en Australie et Damon devra patienter encore un peu. Les 2 meilleures écuries de la saison 94 sont désormais Renault. Williams et Benetton vont bénéficier du V10 français, une nouvelle image pour le motoriste. Williams, c'était quand même une rigueur technique un peu froide. Nous associer à Benetton, qui était plus latin, plus glamour, plus marketing, ça nous paraissait faire un mélange de 2 écuries qui était assez sympathique et qui, au fond, couvrait à peu près toute la palette de ce qu'on avait envie de dire pour Renault en Formule 1. Une nouvelle alliance qui, à des degrés divers, ne fera pas plaisir à tout le monde. Légèrement pas une trahison, mais j'étais très déçu. Cependant, j'ai bien réalisé leurs raisons. Et pour eux, ça fonctionnait très bien du point de vue du marketing et du résultat. Avec Benetton, surtout en 1995. Après tout, c'est leur moteur, ça n'appartient pas à moi, à Williams, et ils ont tout à fait le droit à faire avec le moteur ce qu'ils veulent. Et je crois qu'il faut souligner la loyauté de Renault vis-à-vis de ses 2 partenaires et le travail excellent qui a été fourni sans distinction à Williams et Benetton. On avait 2 teams avec le même moteur et on a travaillé très bien pour 2 ans, 3 ans maintenant avec sa liaison. Et ça, c'était la qualité des personnes qui travaillaient chez Benetton, chez Williams, chez Renault, qui a permis de ça. L'Armada fait figure d'épouvantail avec les 2 meilleurs pilotes et les 2 meilleures équipes. L'ensemble Benetton-Renault ou Williams-Renault a pu inquiéter Ferrari. Michael Schumacher a donc rallié le camp des pilotes Renault pour des week-ends allant crescendo. À chaque course, nous avons eu des problèmes le vendredi et le samedi. Mais le dimanche, le jour de la course, nous étions dans le coup. Et ça, en grande partie grâce à Flavio. Hill et Schumacher, dans leur lutte pour le titre, vont tout simplement en oublier les autres et atteindre des sommets qui semblaient inaccessibles, comme cette victoire à Monaco qui s'était jusqu'alors refusée à Renault. De suite, 5 sur 5, c'est quand même un beau résultat. Avec David Coulthard, Johnny Herbert, Damon Hill et Michael Schumacher, la saison est pleine de succès, avec pour symbole un premier triplé historique au Grand Prix de France. Pleine de rebondissements aussi, avec cet antagonisme fort qui caractérise les pilotes au sommet de leur art. But then obviously be on our toes in case it's a qualifying situation. Même en Belgique, où ils partent très loin des premières places sur la grille de départ, Schumacher et Hill se retrouvent en lutte pour la victoire. De cette confrontation naîtra une saison presque idéale. Un 4e titre consécutif pour Renault, 16 pole positions et 16 victoires sur 17 Grands Prix disputés. Victoire de 2 équipes techniques exceptionnelles qui transcendent la course sur la piste, mais aussi dans les stands, lors des pit stops. Au Grand Prix d'Europe, Michael Schumacher devient champion du monde des pilotes pour la 2e fois consécutive. En grand sportif qu'il est, Damon Hill est le premier à le féliciter.
Jacques Villeneuve est tout jeune champion de Formule Indy, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, et il a déjà beaucoup impressionné lors des séances d'intersaison. C'est lui qui, cette année, sera l'équipier de Damon Hill, deux personnalités très différentes, mais un sens commun et peut-être héréditaire, celui de la sportivité. Constatation qui se confirme très vite dès l'ouverture de la saison en Australie. La première ligne était entièrement Williams-Renault. L'arrivée sera à cette image. Jacques Villeneuve a dû laisser la victoire à Damon Hill, mais ce n'est que partie remise. Dès le Nürburgring et le Grand Prix d'Europe, il obtient son premier succès en F1 de haute lutte avec Michael Schumacher, le champion du monde en titre. C'est au tour de Jean Alesi d'intervenir au Grand Prix de France pour offrir une nouvelle date historique au palmarès déjà bien rempli du moteur V10 Renault. Si Damon Hill et Jacques Villeneuve ont pris la tête de la course, c'est bien le pilote avignonnais et son équipier Gerhard Berger qui offrent aux constructeurs français le premier quadruplé de son histoire. Réalisé au Grand Prix de France 1, 2, 3, 4, c'est formidable et c'est pour l'ensemble de l'équipe de Renault Sport une joie extraordinaire. Le ton est donné et à Hockenheim au Grand Prix d'Allemagne sur les terres de Michael Schumacher, c'est Damon Hill qui est le plus rapide aux essais qualificatifs. Le pilote britannique ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Après la pole, il signe également le record du tour et la victoire. Au Grand Prix de Hongrie, le sort du championnat constructeur est scellé. Avec Williams et Benetton, Renault devient champion du monde pour la 5e fois d'affilée. C'est plus tard à Suzuka au Grand Prix du Japon que le titre des conducteurs va se jouer entre les deux pilotes Williams-Renault, Hill et Villeneuve. Et sous les yeux de Georgie, son épouse, Damon Hill coiffe enfin cette couronne de champion pour laquelle il a tant donné. C'est tout de même un grand moment pour lui et pour nous tous. Une saison pour apprendre, une saison pour gagner, c'est le parcours idéal en sport automobile, la ligne conductrice de Jacques Villeneuve. Dans sa quête de perfection, le jeune Canadien sera épaulé par l'Allemand Heinz-Harald Frentzen. Et dans une concurrence acharnée avec la Ferrari de Michael Schumacher, il va disputer une saison étincelante. Pour Renault, c'est une nouvelle joie, celle d'un record de 6 titres constructeurs consécutifs, avec la première victoire de Frentzen à Imola. Et celle du vétéran Gerhard Berger à Hockenheim, circuit de moteur, s'il en est. Tout ceci dans une apothéose de champagne et un nouveau quadruplé signé par Villeneuve, Alesi, Frentzen et Berger au Grand Prix du Luxembourg. Jacques Villeneuve viendra plus tard ajouter son nom à la liste des champions du monde Renault. Quand je pilotais pour Renault, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je suis vraiment très content, en plus de finir ma carrière comme ça et avec vous. J'ai vraiment aimé la façon dont Renault a abordé cette saison avec Benetton et moi-même. Ils ont une attitude très sportive dans leur engagement de motoriste de Formule 1. Le moment meilleur, ça a été dimanche à Jerez, c'était de gagner le championnat avec une grosse bataille. Je pense qu'on m'a jamais vu aussi heureux sur un podium. Surtout quand j'ai vu après tout, la plupart de l'équipe, les gens de Renault aussi avec une perruque jaune. C'était un moment très fort et très important dans ma vie.
Loin des remous médiatiques, loin de l'actualité extrasportive, loin des paillettes, comme le dit Christian Konzen, il y a les ateliers de Viry-Châtillon. C'est là que naissent les fameux V10, frappés des lettres RS. C'est ici que tout commence pour arriver sur les pistes du monde entier. La force de Renault réside en ses hommes, mais aussi en ses méthodes, un parcours qui commence par la définition d'une direction générale, d'un cap que toute l'équipe va s'attacher à suivre, sans jamais en dévier et sans subir l'influence de l'extérieur et des autres écuries. Moi, c'est un des points forts de Renault, c'est qu'on n'a pas réellement cherché à savoir ce qu'ils faisaient. On n'a pas réellement cherché à s'imprégner de leurs idées. On a plutôt cherché à poursuivre les nôtres avec un acharnement. Je crois que c'est vraiment le travail d'équipe, un objectif unique, partagé, qui est à la base du succès. Renault a assemblé pendant les dernières 9 années un groupe d'ingénieurs et techniciens très motivés de gagner et avec maintenant beaucoup d'expérience. Et la même chose chez Williams. Cette évolution technologique a entraîné tous les partenaires de Renault dans une véritable course à l'excellence, sans oublier les valeurs humaines chères aux initiateurs du projet. Mais au niveau des hommes des équipes Renault-Welf, je crois que la fraternité, parce que c'est un concept qui résume bien tout, a continué à exister. C'est comme un escalier. Chaque marche représente une saison, et quand vous gravissez cet escalier, avec une marche pour chaque année, vous progressez. Quand un nouveau motoriste arrive, il doit pouvoir grimper cet escalier plus vite que les autres pour les rattraper. And therefore it's been difficult to catch them. Renault, one of the best. Thank you very much. La Formule 1, royaume de la technologie de pointe et temple de la communication, où chaque murmure est amplifié dans un spectacle permanent, où les stars de la piste côtoient celles de Hollywood. Un formidable outil amplificateur qui permet de véhiculer une phrase, une image, tout autour de la planète, avec plus de 40 milliards de téléspectateurs cumulés chaque année, la presse écrite et radiophonique du monde entier. Bref, le lieu idéal pour organiser l'événement et en assurer les retombées médiatiques, la F1, c'est aussi une question d'image. Je n'avais jamais eu l'occasion de côtoyer une équipe de communication comme celle de Renault. Ils savent indéniablement faire leur propre promotion. Ils font vraiment du bon boulot. A fortiori quand le podium était occupé exclusivement par leurs pilotes. Ça restera un très mauvais souvenir pour moi. Renault a apporté à la Formule 1 d'abord une
compétences techniques de motoriste qui est la référence et a apporté quelque chose que les autres n'avaient pas fait de la même façon, c'est-à-dire l'alliance performance-fiabilité. Renault a apporté une autre chose à la Formule 1, c'est que Renault a apporté, me semble-t-il, à la Formule 1 un esprit qui avait tout ce qu'il y a de bon dans la compétition sportive, sans avoir rien des côtés un peu moins plaisants de ce qu'on appelle le grand cirque de la Formule 1. Renault, je crois qu'ils sont arrivés avec une vue différente qui était pilotage du moteur et fiabilité. Et ça, je crois que c'est Renault qui l'a inculqué à la Formule 1. La Formule 1, pour ce qui me concerne, elle m'aura appris au fond essentiellement deux choses. D'abord, elle m'aura appris la nécessité de la vitesse. C'est un domaine où il faut réagir sans arrêt. Ce qui est vrai le matin n'est pas vrai l'après-midi. Et la deuxième chose, je crois que la F1 m'a appris, c'est l'extraordinaire exigence technique qu'implique la fiabilité. Au fond, assez paradoxalement, j'ai découvert qu'il était plus facile de gagner de la puissance que de fiabiliser complètement. Et que ce qui fait la victoire en Formule 1, c'est la fiabilité. Beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'innovation et une très grande fiabilité. Je crois que ça a été les premiers vraiment à pouvoir se vanter d'avoir un moteur fiable. Renault a tout prouvé en Formule 1. Renault fait de la Formule 1 depuis 20 ans. Et a gagné de multiples championnats, ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont démontré qu'il fallait des moteurs performants, certes, mais fiables. Je crois que la Formule 1 a donné un moral de gagnant à l'ensemble de l'entreprise et notamment à sa force de vente. Ensuite, au fond, nous sommes un produit, l'auto, qui est extraordinairement technique. Mais la plupart de nos acheteurs, eux, ne sont pas des techniciens. Et donc la Formule 1 était pour eux un témoignage, une garantie de notre compétence technique. Et à cet égard, bon, je dois dire que les résultats de la Formule 1 faisaient un témoignage parfait, sans faille. Et puis enfin, en France, tout le monde connaît Renault. Ailleurs, tout le monde ne connaît pas Renault. Et donc la Formule 1 a créé du renom de Renault au-delà de nos frontières. Comme pour relever un nouveau défi, au sommet de sa gloire, le motoriste se retire provisoirement de la Formule 1. Une mise en veille annoncée plus d'un an auparavant, option courageuse et loyale vis-à-vis des compagnons de piste de Renault Sport. La décision de se retirer est assumée par l'ensemble de l'entreprise. À l'abri des regards, à l'abri de l'attention des grands prix qui se déroulent 16 ou 17 fois par an, les ingénieurs de Renault Sport vont essayer de faire de nouveaux progrès technologiques. C'est ce que nous appelons la cellule de veille. Et c'est cela qui déterminera le moment d'un engagement futur. Le fameux Grand Prix d'Europe à Jerez en 97 met donc un terme provisoire à 20 ans de Renault en F1. Face à face Villeneuve-Schumacher, une Ferrari contre une Renault, comme à Dijon, il y a près de 20 ans, lors de la première victoire du constructeur français, histoire sans doute de boucler la boucle. Le film de la course sera le même, une lutte exacerbée. Come on, Jack, you need to push now, come on.
Un duel qui restera dans les annales et un nouveau triomphe pour Renault. Mais le Villeneuve qui va tenir la course en haleine n'est plus le même. Jacques a pris la place de Gilles, comme Damon, celle de Graham. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas, mais le symbole est là. Il engendre avec Renault une nouvelle race de champions, un nouveau style de pilote, l'émergence d'une nouvelle génération.